Aujourd'hui, pour ce 18e épisode des traductions sans filet, dites aussi traduction au débeauté ou traduction improvisée, je veux tout de même enfin m'attaquer un peu à de la littérature africaine. Et j'ai choisi un très mince recueil de nouvelles de Sola Osofisane, un écrivain nigérian qui a la cinquantaine. Son recueil date d'il y a pas loin de 20 ans, je pense. 1991, il avait 27 ans à l'époque, quand ce recueil a été publié. Il y a 5 minces nouvelles qui sont absolument admirables. Et Sola Osofisane est un écrivain un peu connu, y compris d'ailleurs au Nigeria ou en Afrique de l'Ouest, et qui n'a notamment jamais été traduit en français. Et si je peux me permettre d'ajouter, ça n'est pas faute d'avoir essayé de convaincre certains éditeurs. Mais voilà, les éditeurs français ne sont absolument pas intéressés par la littérature africaine anglophone, à l'exception peut-être de Chimamanda Ngozi Adichie et de voilà. Et peut-être aller de Ben Okri. Mais sorti de là, rien de rien. Bien, j'avais il y a longtemps traduit une de ces nouvelles, Rock of Ages, qui est la deuxième du recueil, et je vais tenter, là j'ai repris ce livre sur les étagères, et je vais proposer une traduction du début de la quatrième nouvelle, je crois que c'est la quatrième, oui. A Rustle in the Wood, littéralement un frémissement dans le bois, mais en l'occurrence dans la forêt. Je lis d'abord le texte, le début de cette nouvelle, en espérant que vous aurez envie de connaître la suite. It was quiet in the wood, and he was alone in there, and no strange creature roamed except those in his imagination. But he could handle those ones. After all, he created them. He should be able to handle them. It was just him in the wood, and the electric Olympia, and reams of saint white paper. It was 7 p.m., at least that was what the Wilcox table clock beside the typewriter indicated. His eyes shifted slightly from the hour finger to the thin seconds finger. His enemy. He watched it jigger along at sound speed, no sound silent. He watched it repeatedly traverse the racetrack surface of the yellow table clock. The seconds matured into minutes. The minutes aged into hours, into days, weeks, months, until nothing is left of time. Nothing but graveyard dirt. Time. That was the spider weaving a death trap in his path. Time was the enemy. Femi gathered and hammered. Tap, tap, tap. Manuscript. Torgun was burning and the fire was everywhere, all-consuming. It flared in his reddened eyes as he glared at the world that had made him a no-man. It spurted like lava from the volcano of his nostrils. It whirlwound in his mind and dug canine teeth into his flesh to shred him. He had become one with Shango, his god, and thunder was his spit. He was Shango, and the world was going to burn. Femi! Pause. A rustle. No, it was the wind. The wind sometimes teased the surface of a placid lake. The Wilcox said 7.21. Its fingers had wings. The calloused nibs of his fingers throbbed dully, tingling to fly. They found the still warm keys and he continued the dance. C'est la première page de ce texte, A Rustle in the Wood. Donc c'est un début de nouvelle en quelque sorte in medias res. On a un personnage dont on ne connaît pas le nom, dont on découvre le nom qu'au troisième paragraphe, Femi, et qui se trouve apparemment en train d'écrire dans une forêt, autant que l'on puisse comprendre. Après les très brefs paragraphes 3 et 4, on a en italique, un passage que j'ai lu aussi, qui est un extrait du manuscrit, ou en l'occurrence du tapuscrit, qu'il est en train de composer. C'est parti. It was quiet in the wood. Dans la forêt, tout était calme. Ou le calme régnait dans la forêt. And he was alone in there. Et il s'y trouvait seul.
And no strange creature roamed except those in his imagination. Et il n'y avait pas de créature strange, on est presque tenté de le traduire par inquiétant ici. Il n'y avait pas de créature inconnue ou inquiétante. Il n'y avait pas de créature inquiétante pour rôder aux alentours, à l'exception des créatures que forgeait son imagination. But he could handle those ones, after all he created them. Mais celles-là, il pouvait s'en charger. Après tout, il les avait créées. He should be able to handle them. Il devait être en mesure de les maîtriser. Ouais, handle, j'avais dit s'en charger. Je pense que c'est mieux de garder, enfin d'avoir la deuxième traduction qui m'est venue est meilleure, de les maîtriser. Mais celles-là, il pouvait les maîtriser. Après tout, c'est lui qui les avait créées. Il devait être en mesure de les maîtriser. It was just him in the wood. Il était tout seul dans cette forêt. And the electric Olympia. Avec la machine à écrire électrique Olympia. And reams of Saint White paper. Et avec des... Alors c'est des rames, hein, littéralement reams, des rames ou des brassées de papier, hein, des liasses peut-être ici, avec la machine à écrire électrique Olympia, on ne dit pas électronique d'ailleurs, la machine à écrire électronique Olympia, et avec des liasses de papier Saint White, littéralement d'un blanc de sainteté, je pense d'un blanc immaculé, et des liasses de papier d'un blanc immaculé. It was 7 p.m., il était 7 heures du soir. At least, that was what the Wilcox table clock beside the typewriter indicated. Ou du moins, c'était ce que le réveil... table clock, oui, le réveil en fait. Ce que le réveil Wilcox posé à côté de la machine à écrire indiquait. C'était ce qu'indiquait, ou du moins c'était ce qu'indiquait le réveil Wilcox posé près de la machine à écrire. His eyes shifted slightly from the hour finger to the thin seconds finger. Il tourna les yeux doucement, ou imperceptiblement. Il tourna les yeux imperceptiblement de l'aiguille des heures à l'aiguille des secondes. Thin, l'aiguille, littéralement l'aiguille mince des secondes. L'aiguille thin, à l'aiguille des secondes si mince, quoi. Si on veut vraiment le traduire, on le postposera en si mince. Bon, je pense que c'est peut-être mieux de l'effacer ici, thin. Il tourna les yeux imperceptiblement de l'aiguille des minutes à celle des secondes. His enemy, enemy étant italique, son ennemi. He watched it jigger along at sound speed, no sound silent. Ça, c'est pas évident du tout. C'est pas que tout le reste était facile, mais enfin, c'est vraiment pas évident. He watched it jigger along. Il la regardait, ou regarda. Après, on a quoi? Watched, matured. Oui, regardait plutôt. Il la regardait jigger along, c'est-à-dire avancer. Donc along, on va le traduire par avancer, c'est ce qu'on appelle un chassé-croisé. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler lors d'une des premières vidéos, je pense. Donc ici, l'anglais utilise un verbe pour la nature du mouvement et une préposition postposée, utilisée dans le cadre d'un verbe à particules, pour indiquer la direction du mouvement. En français, souvent, on va traduire la préposition par un verbe et le verbe par un participe présent, un adverbe, etc. He watched it jigger along at sound speed. Il l'a regardé avancer par à-coups, c'est ça, jigger. Il l'a regardé avancer par à-coups, at sound speed, à la vitesse du son, no sound silent, sans faire le moindre son. Il y a un paradoxe dans le texte anglais, je le garde, à la vitesse du son,
sans émettre le moindre son. He watched it repeatedly traverse the racetrack surface of the yellow table clock. Alors, le verbe traverse est très inusité, très inhabituel en anglais, mais je vais, je pense, aplatir un peu ça en traduisant par traverser. Il l'a regardé traverser inlassablement, arpenter peut-être, arpenter inlassablement la racetrack, c'est la piste, hein, c'est la piste du stade, hein, la piste athlétique, hein. La piste d'athlétisme, je crois que je vais le travailler comme ça. Il a regardé, arpenté inlassablement la piste d'athlétisme de ce réveil jaune. The seconds matured into minutes. Les secondes mûrissaient pour devenir des minutes. Les minutes vieillissaient, aged into hours, pour devenir des heures, days, weeks, months, des jours, des semaines, des mois, until nothing is left of time, jusqu'à ce que plus rien ne reste du temps. Et c'est un présent qui ici marque une rupture délibérée. C'est très bien écrit, hein. C'est un écrivain vraiment injustement méconnu, Olaus Offisan. Nothing but graveyard dirt, rien d'autre que la poussière des cimetières. Time, le temps, that was the spider weaving a death trap in his path. C'était là l'araignée qui tissait une toile mortelle sur son chemin. Time was the enemy, le temps était l'ennemi. C'était lui l'ennemi peut-être. Et si on a l'araignée juste avant, c'est bizarre de dire c'était lui. Time. Le temps. That was the spider. Le temps était l'araignée. Voilà. Le temps était l'araignée qui tissait une toile mortelle sur son chemin. Time was the enemy. C'était lui l'ennemi. Femi gathered. Alors je comprends ce gathered comme se rassembler, se reprendre, rassembler ses forces ou repris ses esprits. Les deux sont possibles. Femi reprit ses esprits, and hammered, et se mit à marteler. Alors, marteler tout seul, c'est bizarre. Juste après, il y a tap, 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 à marteler les touches, peut-être non. Et se mit à marteler les touches. Tap, tap, tap. Bon. MS, manuscript, texte du manuscrit. To'ogun was burning and the fire was everywhere, all consuming. To'ogun brûlait et le feu était partout, all consuming, et consumait tout. Et le feu omniprésent was everywhere. Alors, je vais transposer en adjectif. And the fire was everywhere, all consuming. Et le feu omniprésent consumait absolument tout. It flared in his reddened eyes as he glared at the world. Donc là, évidemment, utilisation d'une des ressources très fortes de la langue anglaise, qui est la paronymie, notamment des verbes ici, flare et glare. It flared in his reddened eyes. Le feu illuminé, c'est-à-dire il embrasé en fait, hein, il crépite, il explose presque, flare. Il illuminait ses yeux rougis. As he glared at the world. Là, bon, je vais plutôt utiliser les yeux comme sujet d'une relative. It flared in his reddened eyes. Le feu embrasait ses yeux qui, alors littéralement, regardaient le monde avec émerveillement. Fait encore clair, c'est pas l'émerveillement, c'est plutôt l'hébétude. Le feu embrasait ses yeux rougis qui regardait avec hébétude ou avec intensité the world that had made him a no man, le monde qui avait fait de lui un no man, littéralement un non-homme, hein, qui l'avait privé de son humanité, parce que c'est vrai que c'est un non-homme, c'est un peu curieux quand même, qui l'avait privé de son humanité.
ou de sa virilité. Problème ici sur Man. Le monde qu'il avait privé de son humanité. It spurted like lava from the volcano of his nostrils. Alors ici il y a larve en fait, des larves, mais c'est une coquille, c'est une faute d'impression de toute évidence. Le feu s'échappait comme de la lave du volcan de ses narines. It whirlwound in his mind. Il faisait un tourbillon dans son esprit, and dug canine teeth into his flesh to shred him, et il enfonçait des crocs, canine teeth, des dents canines. Enfin, là, pour le coup, on est typiquement sur une colocation impropre, à savoir qu'en anglais, bien sûr, on peut dire canine teeth, de toute évidence, Sola Sophisan se le permet, sinon c'est fangs, les crocs, mais en français, des dents canines, c'est vraiment une colocation, une alliance de mots qui ne fonctionne pas. Et il enfonçait, toujours le feu, et il enfonçait ses crocs dans sa chair afin de le dépecer. He had become one with Shango his god. Il ne faisait plus qu'un avec Shango, son dieu, and thunder was his spit. Et le tonnerre était littéralement son crachat. Et il crachait du tonnerre. Et c'était le tonnerre qui lui sortait de la bouche. Je pense que je vais peut-être effacer cette image du crachat ou du postillon, qui du coup est un peu burlesque ou un peu ici inapproprié, tombe un peu à plat. Et ce qui lui sortait de la bouche, c'était le tonnerre. He was Shango and the world was going to burn. Il était Shango. Il était Shango, ça va pas la tête. C'était lui, Shango. Et le monde allait brûler. Donc là, c'est le paragraphe qui correspond au tapuscrit, au texte que l'écrivain, que Femi est en train d'écrire. Et là, il y a une interruption dans cette reproduction du manuscrit. Femi pulls a rustle. No, it was the wind. Femi, ça c'est entre guillemets, il croit qu'on l'appelle. Femi, une pause. Un froissement. Non, ce n'était que le vent. The wind sometimes teased the surface of a placid lake. De temps à autre, le vent caressait la surface d'un lac endormi, peut-être placid, d'un lac littéralement, d'un lac paisible, d'un lac endormi. The Walcox said 7:21. Le réveil Walcox indiquait 7h21. Its fingers had wings. Ses aiguilles avaient des ailes. The calloused nibs of his fingers throbbed dully, tingling to fly. Les nibs, c'est le bout des doigts, c'est quoi? C'est les phalanges. Les phalanges calleuses de ses doigts lui faisaient mal. Throbbed dully, c'est-à-dire qu'il y a de la fièvre. Littéralement, il a de la fièvre dans les phalanges. Lui brûler les doigts. Ses phalanges calleuses lui brûlaient les doigts, peut-être. Throbbed dully. Alors, dull, le problème, c'est que dull, c'est quand même quelque chose de sourd. Bon, concernant à l'idée que c'est une traduction improvisée et que là, il y a quand même un faux sens dans ce que je propose, qui resterait bien sûr un brouillon ici à revoir. Ses phalanges calleuses lui brûlaient les doigts, tingling to fly, désireuse de voler, c'est ça l'idée. Tingling, c'est-à-dire que ça les démange, quoi, c'est ça, tingle, je comprends comme ça. Tingling to fly, c'est super bien écrit, hein. C'est très très bien écrit, c'est du coup compliqué à traduire. Désireuse de s'envoler. Bon, là vraiment phrase très approximative, à revoir. They found the still warm keys and he continued the dance. Elles retrouvèrent les touches encore chaudes de la machine à écrire. And he continued the dance. Et il reprit sa danse. Donc j'arrête la traduction sur ce moment-là. La suite du texte, c'est la suite du texte que Femi est en train d'écrire.
avant de nouvelles interruptions. Et donc toute la nouvelle se passe dans cette alternance du texte qu'écrit Fémy et de ce qui arrive à Fémy dans cette forêt frémissante. A rustle in the wood. Donc voilà, et sur le passage sur lequel j'ai terminé ma traduction, la dernière phrase du passage que j'ai traduit se termine sur cette image de l'écrivain en train d'écrire à la machine et que c'est une danse. Voilà. Donc je dédie cette traduction à tous ceux, toutes celles qui aiment la littérature africaine, qui aiment la langue de ce genre de texte et qui aiment la danse.